bonjour. Bonjour Vincent. Alors, ça fait 10 ans que vous gérez Dorval Conviction avec Stéphane Furet, votre comparse. Et comme le bilan est plutôt flatteur, on s'est dit que ça serait bien de vous mettre à la une. Alors, Dorval Conviction, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds flexible que vous avez lancé, Stéphane Furet et vous-même, le 31 décembre 2007. Bon, ce qui n'était pas le meilleur moment pour le faire, hein, on va y revenir. Mais alors, tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas vraiment au fait de ce qu'est la gestion flexible, quelle définition donneriez-vous de cette gestion? C'est très simple, Vincent. Ce sont des fonds qui sont conçus pour traverser les cycles et les crises en particulier. Donc on peut être investi de 0 à 100% d'actions. Évidemment 100% si la période est propice à cela. Et si jamais on sent que le marché est prêt à dévisser, on va pouvoir réduire l'exposition d'actions et même la porter à 0. Donc c'est comme ça qu'on pilote le risque finalement. C'est une gestion du risque qui est déléguée par le client et que nous assumons. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu 10 ans en arrière. Qu'est-ce qui vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué pour lancer un fonds flexible? Et pourquoi vous avez dit c'est le moment? Parce qu'à l'époque, la gestion flexible, c'était tout de même pas ce qu'il y avait de plus courant. Oui, en quelque sorte, on était parmi les premiers, les pionniers. On l'a fait parce qu'on avait une approche patrimoniale finalement de notre métier. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, beaucoup d'épargnants viennent en bourse quand leur perception du risque est faible, c'est-à-dire en haut de cycle, et puis vendent malheureusement en bas de cycle. Et donc là, on a dit, on va essayer de leur offrir ce service et de piloter la gestion du risque pour eux, donc en fonction du cycle économique. Et à partir de là, on va pouvoir gagner de l'argent en bourse sur le long terme, alors que les gens pouvaient en douter. Donc c'est vraiment ça, c'est offrir un bon couple rendement-risque aux investisseurs. Absolument, c'est offrir une véritable asymétrie en fait de performance, essayer de capturer les phases de hausse, alors au maximum, on va dire, on vise deux tiers de la hausse, contre limiter les risques de baisse, alors jusqu'à un tiers, voilà, c'est ce qu'on c'est l'objectif, en tout cas. On n'y parvient pas toujours, mais c'est l'objectif. Alors revenons à Dorval Conviction. Donc c'est un fonds flexible avec une exposition action qui varie de 0 à 100%, on est bien d'accord? Absolument. Alors, il investit dans des actions, mais pas n'importe lesquelles non plus. Ce sont des actions qui sont très typées géographiquement. Voilà, on investit dans les actions prioritairement et exclusivement d'ailleurs dans les actions de la zone euro. Par contre, c'est un fonds multicap. Il peut acheter des grandes valeurs, des valeurs moyennes ou petites. Mais toujours dans la zone euro, on gère un seul risque pour le compte de nos clients, c'est le risque action de la zone. Pourquoi s'être limité à cette zone ? Déjà parce qu'à l'époque, on était parmi les tout premiers à faire cela, donc il fallait être clair avec le client, c'est gérer le risque action sur une zone qui était réputée un peu difficile. Et en même temps, on investissait l'argent qui était sécurisé uniquement en produits de taux, donc en produits de taux, mais de type monétaire. Alors, vous ne répondez pas tout à fait à ma question tout de même. Pourquoi vous êtes concentré sur les actions zone euro? Parce que c'était ce que vous connaissiez mieux ou pas? On avait une grande légitimité dessus. Et puis, à l'époque, on était vraiment en avance. On passait déjà beaucoup de temps avec le client pour expliquer qu'est-ce que c'était que la gestion flexible. Et lui expliquer qu'on ferait un best-of de classes d'actifs, ça lui paraissait insensé, quoi. Alors évidemment, on en a fait d'autres après. On a lancé dans notre gamme d'autres fonds. Mais à l'époque, c'était pas audible, en fait. Oui, donc il fallait rester relativement simple. Il fallait une solution simple pour être crédible pour les clients de l'époque, puisque en 2007, on va dire que beaucoup de clients ne juraient que par le buy and hold, c'est-à-dire à l'anglo-saxonne, on investit et on conserve les titres quoi qu'il arrive. Donc nous, c'est ce qu'on appelait un peu la stratégie du hérisson, c'est-à-dire dans les phares de la voiture, vous faites écraser par la voiture parce que vous mettez en boule. Là, on a voulu offrir une flexibilité en disant non, il faut pouvoir mettre à l'abri l'épargne qui nous est confiée si on pense qu'on est à la veille d'une récession. Alors, on a bien compris que la clé tout de même dans votre gestion, c'est la capacité à faire évoluer l'exposition aux actions. Très bien. Mais quels sont les déterminants justement de cette variation de l'exposition? Comment vous déterminez à quel moment il faut couper les positions et à quel moment il faut se resensibiliser au risque? Alors ça, on le fait grâce finalement à notre expertise globale macro déjà. On estime qu'il faut investir tant que le cycle économique est porteur. Donc on a une équipe de 2 économistes chez Dorval Asset Management avec un allocataire qui piste effectivement toutes les données pour voir si on est toujours en phase d'expansion par rapport à notre scénario. Si on pense qu'on peut basculer dans une phase de récession comme en 2008, on va couper à ce moment-là les positions, on va réduire le portefeuille. Tout part donc d'une analyse macro. Absolument. Économique. Mais
Chez Dorval, vous avez cette spécificité d'avoir aussi un talent de stock picker que apparemment vous employez dans ce fonds. Comment vous articulez justement cette relation entre l'approche macroéconomique, donc j'analyse le cycle économique, ses forces, ses faiblesses, et puis je prends des positions d'allocation finalement ou d'exposition à la classe d'actifs que sont les actions, avec la sélection de valeurs? Bien là, le point d'intersection, ce sont les thèmes d'investissement. On identifie les thèmes les plus porteurs et au sein de ces thèmes, effectivement, on va lancer nos stock pickers qui vont rencontrer des dirigeants de société pour sélectionner les valeurs les plus attractives. Alors, on peut prendre quelques exemples. Ça peut être des thèmes liés à une conjoncture qui s'améliore. Par exemple, en Europe, le fait que l'économie se redresse fortement va jouer plutôt les valeurs les plus domestiques, les plus sensibles à la consommation européenne, à l'investissement européen, par exemple. Mais on peut avoir des thèmes qui sont plus séculaires quelque part avec la numérisation. Je pense c'est un thème qu'on joue depuis 2013 dans les portefeuilles. La numérisation, de l'économie, c'est un tel bouleversement que ça génère beaucoup d'opportunités pour des entrepreneurs. Donc à partir de là, on va trouver effectivement des valeurs dont la croissance est nettement supérieure à celle du PIB. Donc vous orientez le travail des stock pickers, de ceux qui font la sélection des valeurs. Voilà, c'est un stock picking éclairé par le cycle économique, par la macro. Et ça donne beaucoup plus de puissance à nos portefeuilles. Parce qu'évidemment, derrière ça, si vous êtes sur les bons thèmes, non seulement vous avez la revalorisation de la croissance des bénéfices, mais vous avez un re-rating général du prix de ces valeurs. Donc une réappréciation. Une réappréciation. Voilà. Mais est-ce qu'il arrive parfois que les stock pickers, donc ceux qui sont en charge de dénicher les belles entreprises qui correspondent au thème, vous fassent remonter des informations qui peuvent vous amener à amender les thématiques développées dans le portefeuille? Amender, peut-être pas, mais les affiner, oui. C'est-à-dire que dans le thème de la numérisation, c'est très large. Au début, nous sommes partis sur les smartphones. Aujourd'hui, on en est rendu à l'Internet des objets connectés. Donc, le thème perdure, mais la segmentation n'est plus la même. Donc, effectivement, il y a une remontée. Et puis après, il y a une remontée aussi sur la valorisation. Bien évidemment, il n'y a pas que le thème du méga trend, quelque part, ou de la tendance conjoncturelle. Un thème, sa durée de vie, en principe, c'est entre 9 mois et 24 mois, boursièrement parlant. Après, tout est dans les prix, sauf une grande exception, la numérisation. Que vous continuez donc à jouer. Alors, j'ai une question plus technique. Vous investissez dans des titres vifs, c'est-à-dire directement dans le capital des sociétés. Pourquoi avoir fait ce choix? Il y a beaucoup de fonds flexibles qui sont des fonds de fonds. Ils passent justement par l'intermédiaire d'autres fonds. Parce qu'on maîtrise complètement la chaîne de commandement, c'est-à-dire que si on décide d'être totalement désinvesti ou plus finement investi sur une certaine segmentation de valeurs, on maîtrise complètement la chaîne. Donc c'est déjà un point très important. Et puis le retour sur investissement est beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'on a une très grande cohérence du portefeuille par rapport au scénario économique. Question qui a trait également à la zone géographique que vous traitez, la zone euro en l'occurrence. Est-ce que se concentrer, on a bien compris les raisons qui ont prévalu à ce choix au départ, mais est-ce que se concentrer sur une zone géographique unique, ce n'est pas une limite à la flexibilité? En fait, tout dépend de votre choix. C'est-à-dire que c'est une réponse qui est parfaite à la flexibilité sur une classe d'actifs déterminée. C'est-à-dire que nos clients sont quand même essentiellement des clients européens, donc ils sont très intéressés évidemment par la zone euro. Mais c'est valable pour des clients européens bien sûr, mais on a aussi des clients étrangers ou non européens qui cherchent des spécialistes de la zone. Donc on répond quelque part à une niche en termes de placement. Après, on a d'autres fonds qui sont des fonds flexibles de 0 à 100, qui sont des best-of de classes d'actifs qui comprennent plusieurs zones, plusieurs actifs très, très différents. Donc on peut panacher. On peut panacher, oui. C'est-à-dire que je crois que la flexibilité va se développer sur énormément de supports, c'est-à-dire même sur des styles de gestion. Alors, venons-en un petit peu aux performances, parce que j'ai dit en préambule que le bilan était plutôt flatteur, ce qui vous vaut d'être ici, Louis. Alors, sur 10 ans, eh bien, c'est 64,9% de performance cumulée pour Dorval Conviction. Alors, il faut mettre cette performance, évidemment, en perspective et la comparer non seulement à celle de son indice de référence, son indicateur de référence, qui est un mix
à 50% d'Eonia et d'Eurostox, c'est ça, C'est ça, alors, 50 dividendes nets réinvestis. Donc l'indicateur de référence, lui, a fait 5,7% sur la période. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de comparer un fonds à ses concurrents. Et la comparaison demeure relativement flatteuse, puisque par rapport à la catégorie, à la moyenne de la catégorie, eh bien, Dorval Conviction a fait en performance annualisée 5,12% au cours des 10 dernières années, contre 1,83% pour la catégorie. Donc vous en êtes très bien sorti. Alors, vous parliez de la variation de l'exposition aux actions comme clé de la performance. À quel moment vous décidez de couper? Parce qu'il faut tout de même un petit peu anticiper, justement, quand on va couper. Ou alors, est-ce que c'est une réaction quasiment viscérale? Ah non, non, il y a énormément de travail d'anticipation. C'est-à-dire qu'on a deux économistes et un allocataire qui nous permettent de travailler énormément sur le cycle. Notre credo, c'est investir avec le cycle et pas contre le cycle. Si vous investissez contre le cycle, vous détruisez le capital que vous avez confié. Donc, évidemment, il faut identifier quand le moment précis où le cycle peut s'inverser et lister les facteurs de risque. Donc, c'est ça qui nous conduit à nous désinvestir. Alors, donnez-nous un exemple, par exemple, où vous avez... Le plus flagrant, ça a été 2008. Enfin, voilà, 2008, il y avait 9 000 milliards de dollars de crédits dits subprime ou rehaussés. Et quand on rapportait ces 9 000 milliards de dollars qui étaient portés par un seul secteur, les financières qui pesaient plus de 30% du poids des indices, eh bien, on ramenait ça au PIB américain. Le PIB américain, c'était 14 500 milliards de dollars. Donc, on voyait bien qu'en cas d'accident, il y avait une récession qui était fortement probable. Oui, il y avait un déséquilibre profond. Il y a un déséquilibre profond. Et d'ailleurs, toutes les crises, Vincent, naissent de grands déséquilibres. C'est ça, après, c'est pas parce que vous êtes en une période de grand déséquilibre que la crise va arriver. Ça ne nous donne pas le timing, ça vous en donne la nature et la cause. Alors, vous avez réussi tout de même à bien piloter, justement, ces traversées de crise, parce que quand on fait le bilan, vous aviez, d'ailleurs, à l'occasion du 10e anniversaire, fait quelques calculs, on voit que dans les marchés baissiers, Dorval Conviction n'a pris que de 1 à 28% des baisses. En revanche, dans les marchés haussiers, et ça c'est depuis 2012. Depuis 2012, depuis le fameux discours de Mario Draghi en fait. Vous avez pris entre 83% et 100% de la hausse. C'est bien ça. La hausse, oui. Avec une volatilité qui est tout de même sacrément réduite par rapport au marché. Oui, on a une volatilité qui doit tourner autour de 11 quand le marché tourne autour entre 19,5 et 20 sur l'Eurostock 50. Est-ce que, parce que là vous avez tout de même le recul après 10 années passées à la tête de Dorval Conviction, est-ce que vous voyez une année 2018 compliquée, le temps passe, 2018 compliquée? Compliqué, je ne sais pas, mais elles sont toujours. C'est toujours l'avenir qui est difficile en termes d'anticipation, évidemment. Je vous pose la question parce que j'ai l'impression que dans votre portefeuille, vous avez beaucoup plus de thématiques qui sont développées qu'auparavant. Et donc, je me dis, plus de thématiques, ça veut dire diversification. Diversification, ça veut dire crainte peut-être que les choses soient plus ardues. En fait, c'est un peu l'inverse. En réalité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de thématiques parce qu'on est dans une période où il y a une généralisation de l'activité économique partout dans le monde. Il y a très peu maintenant de pays en récession, moins de 10, alors qu'en 2009, il y en avait 1 sur 2. Et donc, de ce fait, on a des thématiques qui concernent, bien sûr, le cœur de l'Europe, mais aussi des sociétés qui sont tournées vers la mondialisation. Alors, ça nous donne des thématiques très larges. La mauvaise nouvelle, c'est que les bonnes nouvelles qui se répandent et qui se multiplient commencent à être largement connues. En fait, c'est ça notre inquiétude entre guillemets, c'est qu'il va falloir considérer qu'on rentre dans des marchés qui sont relativement asymétriques. C'est-à-dire que tout est bleu, le ciel est magnifique, mais tout le monde le sait. Donc, il va falloir gérer cet optimisme, en fait. C'est notre défi pour 2018. Vous vous attendez à plus de volatilité ? Peut-être pas plus de volatilité, mais à certains moments, une cristallisation d'angoisse, probablement non fondée, mais qui impacteront les cours. Et puis, il ne faut pas oublier que Wall Street n'a jamais consolidé depuis maintenant assez longtemps.
Et on ne serait pas surpris d'avoir une prise de bénéfice sur le marché américain. Donc il faut savoir gérer. Mais tout ça encore, c'est de la tactique. Alors, j'ai dit qu'il y avait plus de thèmes. Je vais les citer très rapidement. On ne va pas trop développer parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais il y a la numérisation de l'économie, on en a parlé. Donc, la diffusion de la croissance mondiale aux marchés émergents. Au marché émergent, oui, absolument. La reprise européenne, mais à travers la construction, l'investissement et la conso. Oui, parce que tous les moteurs sont ouverts. L'Europe avait ces décennies perdues, ce discours qu'on n'entend plus aujourd'hui. En fait, on voit effectivement qu'on sera au-delà de 2%. Donc, effectivement, ça drive énormément les portefeuilles. Donc, on trouve de nombreuses valeurs, comme la Fnac, par exemple, dans la consommation, Bouygues, si on veut jouer la construction, des choses de ce type. Les matières premières également. Matières premières qui nous apparaissent comme devant être revalorisées au regard effectivement de l'ampleur de ce mouvement de reprise généralisée. En dépit du ralentissement chinois. Oui, mais des fermetures de capacité aussi chinoises qui vont de pair, donc il faut aussi les intégrer. Et enfin, les financières. Les financières, tout bonnement parce qu'on a passé le point bas des taux d'intérêt, les taux remontent partout dans le monde et donc la rentabilité du système financier devrait s'améliorer. Louis, merci. Vincent, à bientôt.